D'habitude, quand on parle d'une science dure, on s'attend à de la précision, presque comme en ingénierie, quoi. Ouais, des trucs mesurables, des équations claires. C'est ça. On se casse le bras, la radio montre une ligne blanche bien nette et le médecin pointe du doigt en disant « Voilà, le problème est là ». C'est très binaire, cassé ou intact. Et c'est pour ça qu'on fait cette analyse détaillée aujourd'hui. Dès qu'on touche à la neurologie cognitive, et surtout à la source de la conscience humaine, cette belle clarté vole en éclats. Carrément, c'est un vrai champ de bataille théorique depuis des décennies. Exactement. On se demande toujours comment un amas de cellules grises, un truc purement physique, produit soudainement une expérience intérieure. Et c'est là qu'intervient notre source d'aujourd'hui. C'est un article fascinant publié dans la revue Cognitive Neuropsychologie. Ah oui, par Graziano et son équipe, c'est bien ça. Tout à fait. L'article s'intitule Toward a Standard Model of Consciousness. Et leur mission, en fait, c'est de démystifier cette conscience. Un vaste programme. Ouais. Au lieu de choisir un camp, ils essaient d'unifier 4 grandes théories scientifiques, souvent considérées comme rivales, pour en faire un modèle standard. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la prémisse même de ce modèle est, un peu difficile à avaler au départ. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée centrale, c'est que cette impression viscérale qu'on a tous de posséder un esprit, une âme impalpable, ce ne serait qu'un formidable tour de passe-passe évolutif. Ce qui est fascinant ici, c'est que notre compréhension même de notre propre esprit est façonnée par un outil social qui est carrément intégré à notre cerveau. Donc notre cerveau nous mentirait délibérément. Ok. Que sorte, oui. Pour comprendre ce mystère, il faut vraiment faire la différence entre la machinerie physique du cerveau, les neurones, les synapses, et le dessin animé simplifié que le cerveau utilise pour se représenter lui-même. Un dessin animé, carrément. Oui, une métaphore pour dire qu'on n'a pas accès au code source, juste à l'interface simplifiée. Et pour clarifier ça, l'article commence par un truc super important. Il sépare le mot « conscience » en 2 concepts distincts. Parce que le mot lui-même est un piège, en fait. C'est ça. D'abord, on a ce qu'ils appellent la e-conscience, avec un i pour information. La mécanique pure. Exactement. C'est un processus physique. L'article utilise l'exemple d'une pomme. Quand on regarde une pomme, les signaux visuels entrent dans le cerveau et entrent en compétition. Ouais, la couleur, la forme. Voilà. Ils gagnent en force et finissent par atteindre un seuil critique qu'on appelle l'ignition. Ça, c'est la théorie de l'espace de travail global, c'est ça, hein? Absolument. Une fois l'ignition passée, l'information domine les vastes réseaux du cortex. Elle devient disponible pour la parole, la mémoire, le mouvement. C'est un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur, la RAM. Les données sont traitées et les autres logiciels peuvent y accéder. Très bonne analogie, c'est purement fonctionnel. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on regarde une pomme, on ne ressent pas juste un simple traitement de données informatiques. Non, bien sûr que non. On expérimente vraiment la rougeur, on ressent le croquant quand on la mord. Est-ce que les chercheurs affirment que ce ressenti intérieur n'existe tout simplement pas? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méconscience, avec un M pour mystérieuse. C'est cette essence supplémentaire immatérielle. Le fameux problème difficile de philosophes comme Nagel ou Chalmers, quoi. Exactement. Et pour répondre à ta question, la théorie illusionniste qui est intégrée dans ce modèle ne dit pas qu'il n'y a personne aux commandes. Ouf, on n'est pas des zombies, hein? Non, mais elle dit que cette méconscience est juste l'interprétation imparfaite et super rapide que notre cerveau fait de la e-conscience. Donc on ressent bien quelque chose, mais la nature de ce qu'on ressent est une illusion générée par le cerveau. C'est tout à fait ça. L'expérience a lieu, mais elle n'est pas magique. Mais du coup, si ce sentiment si profond n'est qu'une illusion de notre machinerie interne, d'où vient cette croyance tenace en une essence immatérielle? Pour comprendre ça, l'article nous plonge dans l'histoire de l'évolution humaine. Et c'est très ancien. C'est clair. Il parle des sépultures d'il y a 100 000 ans, non? Oui, et même des temples de Göbekli Tepe, ou encore de l'Odyssée d'Homère, où l'esprit est vu comme une essence vaporeuse qui quitte le corps. C'est dingue que ce soit si universel. C'est parce que notre cerveau crée un modèle social qui repose sur 3 propriétés de base. La première, c'est qu'un esprit a une expérience subjective. D'accord. L'intériorité. Et les autres? La deuxième, c'est que c'est une substance fluide qui peut voyager. Tu sais, comme l'idée que des rayons sortent des yeux quand on regarde quelque chose. Ah oui, l'ancienne théorie de la vision. Et la troisième? Que c'est une énergie capable d'affecter le monde physique. La télékinésie, le mauvais œil, le mesmérisme, c'est super marrant parce qu'on retrouve ça partout dans la pop culture.
La Force dans Star Wars, c'est exactement ça. Ou les détraqueurs de Harry Potter qui aspirent l'âme des gens. Ouais, carrément. Mais ce qui est fou, c'est que si la science moderne a totalement rejeté les propriétés 2 et 3, plus personne ne croit au rayon visuel télépathique, elle s'accroche toujours à la première. Exactement. L'expérience subjective pure. Moi, j'aime bien l'analogie de la carte de métro. Une carte de métro, c'est une distorsion grossière avec des lignes droites et colorées. Ça ne ressemble pas du tout à la réalité des tunnels sous terre. Mais c'est ultra utile pour s'orienter. Voilà, c'est très utile. Mais du coup, est-ce que le fameux problème difficile de la conscience n'est au final qu'un reste de superstition, au même titre que croire aux auras ou aux rayons visuels télépathiques? Si l'on relie cela à une perspective plus large, oui. Chercher un mécanisme physique pour créer une expérience immatérielle, c'est tout simplement une question mal posée. C'est comme chercher l'organe qui produit la force de Star Wars dans notre corps, quoi. C'est ça. Le cerveau construit simplement un modèle de lui-même et il le prend pour la réalité. C'est ce qu'on appelle le problème de contrôle de la source ou le contrôle de la réalité. Parce que le mécanisme qui génère ce modèle échappe à notre contrôle cognitif conscient. Exactement. On n'a pas accès au calcul, juste au résultat final. Donc on croit que c'est magique. D'accord. Mais si cette mon-conscience n'est qu'une carte de métro métaphorique, que représente-t-elle concrètement sur le plan biologique? Elle doit bien cartographier quelque chose de réel. Elle cartographie la ressource la plus vitale du cerveau, l'attention. Ah! Et c'est là qu'on arrive à la théorie du schéma de l'attention, l'AST. Oui, l'attention et la conscience se ressemblent énormément. Elles sont dirigées, elles sont sélectives, elles fonctionnent de manière graduelle. On peut être un peu ou très attentif. Voilà, et elles mènent à une action. L'AST propose que la conscience est à l'attention, ce que le schéma corporel est au bras physique. Le schéma corporel, c'est ce qui permet de savoir où se trouve notre bras sans même le regarder, c'est ça? Tout à fait, et c'est ce qui explique le syndrome des membres fantômes chez les personnes amputées. Le bras n'est plus là, mais le modèle, lui, persiste. Donc de la même manière, l'attention a besoin d'un modèle de contrôle pour fonctionner correctement. C'est exactement l'idée. Ça me fait penser à une voiture autonome. Elle a besoin d'un modèle interne de sa propre dynamique, son poids, sa vitesse, pour ne pas foncer dans un mur au premier virage. C'est une excellente comparaison. La conscience, c'est le modèle mathématique de l'attention de notre cerveau. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que si l'attention et la conscience sont si intrinsèquement liées dans ce modèle, pourquoi certaines expériences démontrent-elles qu'on peut prêter attention à un stimulus sans en être conscient? Cela soulève une question importante. Et c'est là que l'expérience de Tsushima est cruciale. C'est là avec les distracteurs visuels. Oui, on a montré que lorsqu'on n'a pas conscience d'un distracteur subliminal, l'attention se porte quand même dessus, de manière purement mécanique. Mais les participants disent qu'ils ne voient rien. Voilà. Sauf que dans ce cas, comme la conscience, le schéma de contrôle rate l'élément, l'attention fuite vers ce distracteur. Elle devient instable. Exactement. Elle devient complètement erratique, ça prouve bien que la conscience sert d'outil de contrôle et de stabilisation pour l'attention. C'est génial. Donc ce modèle interne ne sert pas seulement à faire joli. Mais s'il a évolué d'une manière aussi prononcée chez l'humain, l'article explique que c'est parce qu'il constitue notre arme secrète de survie en société. Oui, on projette cette conscience sur les autres. C'est la fameuse théorie de l'esprit. Pour anticiper leur comportement. Il donne un exemple super parlant dans l'article, celui du gars dans un café. Ah oui. Imagine un homme dans un café, les yeux fixés sur un beignet. Est-ce que son attention est vraiment sur le beignet ou est-ce qu'il pense à son ex-petite amie qui vient juste d'entrer? C'est ça le calcul social. Et si son téléphone sonne, la viscosité de son attention fait qu'elle va s'y attarder une demi-seconde avant de revenir au beignet. Et nous, on passe notre temps à calculer cette viscosité chez les autres. Tout le temps. Il y a d'ailleurs une expérience récente de Gunther Stamm là-dessus. Celle avec les visages qui fixent des objets. Oui. Quand des personnes regardent un visage qui fixe un objet instable, elles agissent implicitement comme si une force physique sortait des yeux du visage pour pousser physiquement l'objet. C'est fou. Ça rejoint ce qu'on disait sur le regard qui agirait comme un fluide énergétique. Ça rappelle cette sensation familière de se sentir observé dans le dos et de se retourner brutalement. Tout à fait. Donc, notre cerveau est littéralement programmé pour halluciner un champ de force d'attention sortant des yeux des autres, juste pour calculer rapidement leurs intentions sociales. Absolument. C'est une astuce géométrique brillante de l'évolution. Parce que c'est plus rapide. Bien sûr. Il est beaucoup plus facile d'imaginer un faisceau mental fluide reliant une personne à un objet que d'analyser scientifiquement les milliards de connexions neuronales dans son cerveau. On n'aurait jamais le temps de réagir. Bon, avec tout ça, on arrive à la dernière étape. Rassembler les pièces du puzzle. La fameuse marmite à soupe. Le modèle standard de la conscience, oui.
L'article unifie enfin l'espace de travail global, la pensée d'ordre supérieur, l'illusionnisme et la théorie du schéma de l'attention. Et ça se passe à une adresse bien précise dans le cerveau, n'est-ce pas? La TPJ? Oui, la jonction temporopariétale. C'est un carrefour cérébral incroyable qui gère l'attention, la cognition sociale et la conscience. C'est d'ailleurs là que des lésions causent l'héminégligence, quand les patients ignorent complètement la moitié gauche du monde. C'est ça. Et pour comprendre comment tout s'assemble, ils utilisent cette géniale analogie de la marmite à soupe. Ah, j'adore cette métaphore. Disons que l'espace de travail global, c'est la marmite centrale. Voilà. Et les informations sur notre pomme de tout à l'heure, traitées par le système visuel, elles entrent dans la marmite. Les ingrédients de base. Exactement. Mais si on s'arrête là, c'est juste de la reconnaissance d'image. Pour que l'on déclare avoir une expérience consciente de la pomme, Il faut un autre ingrédient. oui, le réseau de la théorie de l'esprit, qu'ils appellent le réseau B, doit ajouter dans la marmite l'information conceptuelle sur ce qu'est la conscience. L'épice secrète. C'est ça. Sans ce second ingrédient qui dit « je suis en train d'y prêter attention », il n'y a pas de revendication d'une expérience subjective. Si l'on suit cette logique à la lettre, faisons une petite expérience de pensée. Disons qu'on transpose ça à l'intelligence artificielle. D'accord, allons-y. Si on programme un réseau A pour la vision, un réseau B pour surveiller l'attention et un réseau C pour parler, cet ordinateur ne finirait-il pas par déclarer spontanément et avec une conviction absolue qu'il possède une âme? Eh bien oui, l'ordinateur ferait exactement ça. C'est vertigineux. La machine n'éprouverait évidemment pas de qualia magique, mais comme elle serait prisonnière des informations qu'elle contient, de ses propres modèles de contrôle, Elle lirait sa propre carte de métro. voilà. Elle affirmerait indubitablement posséder une ma-conscience parce que c'est la seule conclusion logique que son interface lui donnerait. C'est une révolution pour quiconque s'intéresse à la nature humaine. Parce que ça ne retire pas la magie de l'existence. Au contraire, ça montre à quel point notre cerveau est un moteur de prédiction extraordinairement complexe. Absolument. Reconnaître que notre sentiment intérieur est un outil évolutif et non une entité magique, ça permet de repenser totalement la façon dont on interagit avec les autres. Oui, la façon dont on fait preuve d'empathie ou même dont on comprend nos propres biais d'attention au quotidien. Ça donne une sacrée leçon d'humilité cognitive. Complètement. D'ailleurs, pour clore cette analyse, je voudrais lancer une réflexion un peu provocatrice à ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Si notre expérience de la conscience n'est fondamentalement qu'une interface utilisateur façonnée par l'évolution pour faciliter la survie, Oui. que se passera-t-il dans les décennies à venir lorsque des intelligences artificielles reproduiront parfaitement les codes de cette interface? Ah, la question de la machine consciente. Exactement. L'illusion de la conscience, intégrée à nos cerveaux, nous obligera-t-elle, malgré toute notre science, à accorder des droits moraux ou même une âme à de simples algorithmes qui sauront exactement comment simuler cette fameuse M-conscience? C'est le grand défi philosophique de notre siècle. La mécanique de l'empathie risque de se retourner contre nous. Et on sera bien obligé d'y faire face. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on vous laisse méditer là-dessus.